Ahmed, je répondrai à ta question à tous. Bonsoir à tous, salam alaikum à tous. Alors, premier sujet, la République. Vous avez vu que, bien sûr, c'est Charlie Hebdo qui lance un sondage. Déjà, il pose la question qu'aux musulmans. Déjà, il faut se poser la question de l'orientation. Vous savez, celui qui fait une consultation, derrière, il est supposé quelque chose. D'accord ? Pourquoi ils n'ont pas posé la question aux juifs? Est-ce qu'ils sont d'abord juifs et républicains? Ou républicains d'abord? Pourquoi ils n'ont pas posé la question aux catholiques? Pourquoi ils n'ont pas posé la question même aux témoins de Jéhovah, si vous voulez? Non, la question de ce sondage, c'est bien sûr dans l'actu, et surtout d'une Charlie Hebdo, concernant encore les musulmans. Ils font référence à deux choses qui sont strictement rien à voir. La première, on parle de la République. Et vous voyez, ils ne peuvent pas finir leur phrase sans parler les valeurs de la République, la République, la République, République, République. Ça nous rappelle un certain Valls, dit le Blanco, qui aimait tellement la République qu'il allait se réfugier dans une royauté en Espagne, puisqu'en Espagne, il n'y a pas la République. La République, qu'est-ce que ça veut dire? Ils te disent des valeurs de la République. Mais ces valeurs de la République, le peuple français, notamment en province, les ont attaquées dès le départ. Alors comment ça s'est passé? Quand il y a eu la Première République, qu'est-ce que c'était les valeurs de la Première République? C'est pour ça que moi je vous expliquais pourquoi je ne suis pas républicain. C'était l'assimilation. C'était l'assimilation. On ne parle pas d'étrangers là, on parle des Français provinciaux. La Première République a été constituée où on a gardé un pouvoir central, alors que les révolutionnaires, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient reprendre un pouvoir territorial avec le respect des cultures, le respect des identités régionales, etc. Donc la naissance de la République a été en France sur la fin de la royauté pour créer cette République. Déjà, il y a des gens en France qui se manifestent, qui font des réunions, qui font des repas, qui militent pour le retour à la royauté. Est-ce que pour cela, ils ont été accusés de séparatisme? Non, ils n'ont pas été accusés de séparatisme. Et pourtant, ils ne sont pas républicains. Ils sont royalistes. L'autre, comme il s'appelle, l'animateur télévision, vous allez me le rappeler, celui qui était avant Ruquier, vous savez, qui était après sur Canal, etc., Ardisson. Ardisson s'est jamais caché, a toujours dit « Je suis royaliste ». Est-ce que pour autant, on lui a fait le procès d'être un Français qui défie le pays? Non. On peut avoir des convictions politiques tout en respectant les règles établies. C'est-à-dire quoi? Les lois qui nous dirigent. Moi, on parle pourquoi je ne suis pas républicain. La première, elle n'a pas respecté les identités régionales, c'était une culture assimilatrice. La Troisième République, par exemple, ça a été, surtout la gauche, ça a été une politique colonialiste. Comment moi, il ne faut pas que je sois schizophrène, comment je peux défendre une république qui, dans ses principes, a été faire de la colonisation en expliquant qu'elle allait expliquer aux indigènes comment il fallait vivre parce que eux, ils étaient beaucoup plus éclairés. Je peux pas adhérer à ce concept. Laquelle? La quatrième, qui a tourné le dos au peuple, qui était ingérable, ou la cinquième, qui est devenue une royauté. En fait, la Cinquième République, on est revenu sur une royauté. La Cinquième République est une royauté. Comme il s'appelle Macron, regardez, il fait ce qu'il veut. En politique étrangère, c'est le boss. Il fait ce qu'il veut. La cinquième lui permet de choisir son Premier ministre, lui permet de tout diriger. En fait, c'est un pouvoir royaliste. Et pour en faire quoi? Pas grand-chose d'ailleurs. Donc, par conséquent, moi, je ne suis pas républicain. Je l'assume. En même temps, quand on dit républicain, on a un principe, on parle d'un principe universel. Je vous rappelle que on disait bien la République démocratique du Congo. Et pourtant, désolé, la République démocratique du Congo, elle n'avait rien de républicain et encore moins de démocratique. Il n'y avait rien de démocratique là-dedans. La République démocratique allemande, pour les plus anciens, avant qu'on abatte le mur de Berlin, et pas de Merlin, comme dirait Charles Gomy, le bien-aimé des médias, on avait la RFA, République fédérale allemande, et la RDA, République démocratique allemande. Donc on parlait bien de république, là. Et qu'est-ce qu'il y avait en RDA de république? Rien du tout. Ils avaient même le mot démocratique, avec rien de démocratique, c'était un pays communiste soviétique. D'accord? Ensuite, on a eu quoi? On a l'Iran actuellement, la République islamique d'Iran. Est-ce que les Français, donc, est-ce qu'ils sont pour la République islamique de l'Iran? Parce qu'il y a le mot République. Donc, chaque fois qu'il y a le mot République, il faut se plier. Non. Donc, je viens bien de vous faire la démonstration que le mot République,
c'est quoi? C'est un système où il en découle ce qu'on appelle des lois fondamentales, c'est-à-dire encore des constitutions qui permettent de donner l'architecture, si vous préférez, ou l'ossature dans un pays où les lois doivent, elles, respecter, se brancher, si vous préférez, sur cette constitution qui, elle, domine, c'est-à-dire c'est les valeurs fondamentales. Donc, ensuite, on peut nous raconter les États-Unis, c'est pas une république, l'Angleterre, c'est pas une république. La plupart des pays européens ne sont pas des républiques. Est-ce que pour autant, c'est pas des pays démocratiques? Il faut séparer ce qu'on appelle la république et la démocratie. C'est des choses c'est deux systèmes qui sont complètement différents. Donc déjà, je viens de vous faire la démonstration que dire je suis républicain, c'est une débilité totale, sans qu'on est capable de lui en donner un sens et lui donner des valeurs. Alors, il y en a qui vous disent oui, la république, c'est la liberté, égalité, fraternité, tout ça. Non, c'est pas vrai, c'est faux. Quand on fait la première constitution, ça a été quand même propriété, sûreté, liberté. Alors, de quelle république on parle? La première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième? Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui demandent de changer la sixième république. S'il y a des gens qui demandent de changer la cinquième république pour passer à la sixième république, ça prouve bien qu'ils ne défendent pas les valeurs de la république. Ben, ça veut dire, on peut pas être contre la cinquième république et dire je suis républicain. Non. Je condamne la cinquième république et je souhaite une sixième république. Donc, vous voyez, la république, c'est un mot générique où ce qui est important, c'est le contenu. Alors, tout ça pour vous dire que, et on va comparer ça avec Dieu. Mais c'est incomparable. C'est strictement incomparable. Alors, je sais que pour certains athées ou laïcards, tout ça, ce que je vais vous dire va vous donner de la sueur froide, va vous un peu vous choquer. Mais, pour le croyant, celui qui croit en Dieu, quelle que soit la religion, chrétienne, juive ou musulmane, d'abord, qu'est-ce qu'il met en avant, lui? Son créateur. D'accord? Il ne met pas ses sujets en avant en premier. Il met d'abord son créateur. Le croyant, il croit d'abord en Dieu. Pour nous, Allah. Bogo, comme ils diraient les Russes. D'accord? Donc, on met d'abord le créateur. Celui qui a créé l'univers, celui qui nous a créés. Voilà. Ça, c'est le point de vue du croyant, ce qui est normal. Quel que soit, qu'il soit catholique, etc., etc. La preuve est même, c'est que le calendrier qui nous régit en France, il n'est pas républicain. Il n'est pas laïque, il est grégorien. On parle l'an 1, c'est bien l'an 1 de notre ère, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc on a un calendrier qui est, lui, basé, qui nous régit, qui régit votre vie au quotidien, basé sur la chrétienté. Et on vient nous raconter ensuite que la République devrait être au-dessus de Dieu. Alors, oublions les musulmans, restons sur les chrétiens. Pour un chrétien, la première chose, eh ben, on voit bien ce que je dirais par rapport à la République. Je fais une vidéo là, mon fils. Oui, je fais ma vidéo, mon fils. Oui. Le calendrier, c'est un calendrier chrétien. Voilà. Donc c'est quoi? Qu'est-ce que vous venez me parler? D'accord? Ensuite, revenons à la question. Donc, je viens de vous faire la démonstration que c'est complètement débile et complètement absurde. Celui qui n'a pas foi en Dieu, qui ne croit à aucun Dieu, qui est athée ou même agnostique, ce qu'il veut, ben, s'il pense que sa religion à lui, c'est la République, c'est-à-dire la première République, ou la cinquième, ou ce que vous voulez, ou ce qu'est la Constitution française, c'est son droit, c'est sa liberté, etc. Mais, à l'inverse, on ne doit pas venir condamner des gens sous prétexte qu'ils n'adhèrent pas à la République. En revanche, j'insiste et je persiste, ne pas adhérer à des valeurs fondamentales, c'est-à-dire de la République comme moi, je ne soutiens pas, et je le répète, je ne suis pas républicain. Est-ce que pour autant ça m'a empêché de respecter les lois de la République? Non, ça ne m'empêche pas. On peut avoir une opinion politique, certes minoritaire, et sans pour cela, qu'est-ce que vous dire, sans pour cela remettre en cause les lois existantes. Voilà, on a une autre opinion, c'est comme ça, voilà, c'est tout. Donc les deux ne sont pas du tout, on ne peut pas les opposer, puisque, comme je viens de vous le dire, elles régissent sur des schémas qui sont complètement différents. Il y a d'un côté, le côté c'est un dogme, c'est-à-dire la religion c'est un dogme qui est intemporel, et de l'autre côté c'est un volet politique qui est, par définition, la gestion de la vie de la cité, etc., qui est modifié, et l'histoire nous le démontre, tout change. D'ailleurs, on modifie la Constitution, on modifie les choses, etc. C'est quelque chose qui est variable. Alors quand je vois Jean-Noël qui me dit « la France est de culture chrétienne », la culture n'existe pas. Voilà, déjà il faut arrêter. La chrétienne, ça répond à une religion, c'est un culte. Donc la culture n'a strictement rien à voir avec la culture. La culture, c'est un autre fait. La France a ses racines chrétiennes, c'est clair, c'est net.
Mais la culture, c'est un autre phénomène, ça veut rien dire. On peut pas mélanger, un culte n'est pas une culture, c'est pas possible. Ça s'appelle une tchatchouka, c'est qu'on en a voulu en faire ce qu'on veut. Non, la France, c'est pas trahir les choses de dire que, à la base, c'est un pays chrétien. Voilà, c'est en soi, c'est comme ça. Et donc maintenant, on va passer au choix où ils sont en train de nous dire, et ils nous bombardent là-dessus. Vous avez vu, ils ont commencé avec les tests de virginité, alors que on sait bien que les musulmans n'ont pas usage à ça, ou alors ça reste très minoritaire et complètement isolé. Par contre, les gitans, eux, ils vont lui demander le certificat de virginité, etc. Ça, il n'y a pas de souci, mais c'est pas les gitans qui ont été visés là-dessus. Aujourd'hui, on nous parle du prêche. Alors ils disent, ouais, ben maintenant, il faudra mettre tant de minutes maximum en arabe, et le reste en français, etc. Mais Macron, on t'a pas attendu. Nous, déjà dans les années 2000, on s'est battu, justement, pour que les prêches dans les mosquées, et ça regarde que les musulmans, qu'il y a des églises en France qui font la prière en latin. C'est leur problème. Et on est bien dans la laïcité. La laïcité, à la base, c'est quand même un bon concept. Toi, tu t'occupes de la vie de la cité, moi, je m'occupe du spirituel, et chacun fait sa vie de son côté, et chacun s'occupe de son cul, en gros. Bon, ben, c'est parfait. Sauf que, non, là, on a Macron qui veut violer la laïcité en voulant venir directement sur la religion et gérer maintenant même les Rokba, c'est-à-dire on revient à l'Algérie française, on revient à l'État colonial, sauf que on est plus des indigènes. On risque peut-être de le devenir parce que à leurs yeux, il y a les Français, j'allais dire tous confondus, et puis les Français à part, c'est-à-dire les Français de confession musulmane. Au lieu de ramener tout le monde dans le droit commun, alors, ils vous disent qu'ils veulent lutter contre le communautarisme. Or, leurs mesures, elles sont justement communautaires. Elles visent que les musulmans. Donc, en gros, elles regroupent des individus à partir de leur religion. Donc, en fait, ce sont que une future loi qui ne s'attaque qu'au, qui crée le communautarisme. Parce qu'à partir du moment où on distingue les Français en fonction de leur religion et qu'on fait une loi en fonction d'une religion, automatiquement, c'est l'État qui est en train de créer une communauté. Donc il y aurait les Français tout court, et puis les Français de confession musulmane, et pour lequel l'État viendrait violer la laïcité, l'État viendrait s'occuper du prêche. Alors il parle de mettre avec plus de Français, etc. Alors, Macron, où tu nous dis que tu as un problème de personnel auprès de la DCRI, que les mecs ils connaissent pas une pipe, ils parlent pas l'arabe, donc ils comprennent pas les prêches, donc ils savent pas si l'imam, ce qu'il raconte, mais ça c'est pas notre faute, et il faut arrêter. Mais t'as qu'à embaucher la DCRI, il a qu'à embaucher des arabophones. Et j'ai toujours dit, la DCRI, elle devrait, comme la DGSE, devrait embaucher de plus en plus de musulmans pour mieux faire la différence entre ce qui est du ressort d'une pratique normale et même parfois peut-être rigoureuse, mais rigoureuse vis-à-vis de la personne qui la pratique, et pas forcément un lien qui est avec le terrorisme. On nous parle de salafisme, etc. En gros, c'est les wahhabites qui sont mis en exergue, sauf que Macron, il s'embrasse sur la bouche avec le patron du wahhabisme, c'est-à-dire le prince MBS. C'est lui qui est venu contaminer les cerveaux des Français avec le wahhabisme en France. Donc Macron, ben, si tu veux que ça s'arrête, il fallait déjà arrêter que tu t'embrassais avec le roi d'Arabie Saoudite, le prince d'Arabie Saoudite, parce que ça vient de là-bas, là. C'est eux qui ont inventé ça, hein, etc. Concernant les frères musulmans, franchement, dire que le Qatar, ils font des fêtes à l'ambassade avec du champagne et de l'alcool et compagnie. C'est vachement islamique, hein, vous voyez. Le Qatar, les frères musulmans, je vous l'ai toujours dit, les frères musulmans, c'est les frères business. Ils sont là pour faire du business, ils sont pas là pour faire de la politique. Ça les intéresse pas. Ils sont là pour faire de l'oseille. Voilà. Donc, c'est clair, net et précis, donc il y a tout faux. Et donc, pour revenir au cas, on vient nous dire, l'égalité homme-femme, vous vous rendez compte, ils respectent. Excusez-moi, est-ce que c'est la faute des musulmans si le politique a dû être obligé de faire une loi sur la parité parce que, justement, il n'y avait pas de respect d'égalité d'hommes-femmes. Il y avait une absence totale de femmes ou largement de présence d'hommes. Et même cette propre loi n'a même pas été respectée, puisqu'il y a encore des partis qui continuent à payer des pénalités parce qu'ils sont incapables de trouver et de respecter l'égalité entre hommes et femmes. Dans les conseils d'administration des sociétés, dans les positions de trucs, c'est pas la fête des musulmans. Les musulmans, au contraire, ben, ils sont comme tout le monde, de n'importe quel Français, ou surtout des Françaises, à demander qu'il y ait un respect d'égalité salariale. Dans les salaires, etc. Dans les entreprises, il y a une disparité entre la femme et l'homme. C'est pas les musulmans qui l'ont créé, c'est bien en France. Donc arrêtez de nous parler chaque fois que nous, la loi de la République, il faut respecter l'égalité homme-femme, alors que déjà, de facto, même l'État
dans ses administrations et même dans ses entreprises où elle administre ses entreprises, la règle des femmes n'est pas respectée, que ce soit dans leurs dirigeants ou que ce soit dans les membres des conseils d'administration. Donc, ne venez pas me raconter les valeurs de la République en France, égalité hommes-femmes, alors que c'est faux, parce que les femmes sont toujours dans la rue, parce que les femmes sont toujours en train de militer pour demander d'être l'égale de l'homme. Concernant les musulmans, alors on nous parle, donc les musulmans ne respectaient pas l'égalité. C'est normal, le musulman, déjà, dans sa conception, il ne peut pas respecter l'égalité homme-femme, puisque les principes islamiques ne sont pas égalitaires. Les principes islamiques sont équitables. Et oui, et ça, il faut vous mettre dans la tête. Pourquoi équitable? Parce que Dieu a fait en sorte que chacun, dans un couple, l'homme ou la femme, avait des devoirs et des droits qui étaient différents. Et je vais vous en illustrer quelques-uns pour vous montrer que parfois, c'est la femme qui est au-dessus, et parfois, c'est l'homme qui a la plus de droits. Alors, déjà, au consentement, commençons par le b.a.-ba. La mère, c'est une femme, d'accord? Quand on interroge le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il lui dit, mais c'est quoi qui est le plus important, la personne la plus importante? Il lui dit, ta mère. Il lui repose la question une deuxième fois. C'est qui, deuxième? Ta mère. Quelle est la troisième? Quelle est la personne la plus importante? Ta mère. Et comme ça, plusieurs fois, en lui répondant, la personne la plus importante à s'occuper, c'est ta mère. Et donc, par définition, la mère étant une femme, vous avez compris que la première chose, le premier ordre qu'on demande déjà à un musulman, quand il est seul, petit, etc., et tout le long de sa vie, c'est sa mère le plus important. Et le père ne vient seulement bien après. En primo, la mère. Donc, vous imaginez, quand on vient nous dire que l'islam ne respecte pas l'égalité homme-femme, c'est se foutre la gueule du monde, puisque déjà, dès le départ, la mère, elle est au-dessus de tout pour les musulmans. Voilà, c'est comme ça. Et nous, on les jette pas, on ne doit pas les jeter dans des maisons de retraite, dans des maisons de trucs, et attendre seulement qu'elles crevent pour les récupérer, le truc, ça n'existe pas. Comme dans les sociétés qui sont encore chrétiennes, catholiques, comme l'Italie, méridionale, la mère, les gens le prennent chez eux, parce que c'est important, c'est dans notre culture, et c'est dans notre culte, comme ça, de s'occuper. Ensuite, vous êtes arrivé, quand vous vous mariez, la femme a le droit de refuser pour un mariage. Voilà. Donc, elle a la liberté de choisir ou non la personne qu'on lui propose. Voilà. Donc déjà, là, on peut dire qu'il y a une égalité. L'homme doit désirer et la femme doit désirer. Ça, c'est la première des choses. Mariage. Qu'est-ce qui se passe après dans la gestion du mariage? L'homme a l'obligation de travailler, pas la femme. Or, en France, désolé, certes, il y a une égalité. L'homme et la femme doivent aller au fourneau pour aller payer les factures parce que sinon ils finissent pas à la fin du mois. C'est pas que la femme, elle veut être libre forcément pour aller travailler pour avoir son indépendance financière comme il est souvent dit, mais c'est complètement faux. C'est parce qu'aujourd'hui, si monsieur et madame ne travaillent pas, eh ben ils ne peuvent pas remplir le frigo. Or, à l'époque de la génération de mes parents, quand la mère ne travaillait pas, le salaire du père pouvait subvenir aux besoins de la famille. Eh oui. Et donc là, la femme était vraiment libre, celle de vouloir travailler ou celle de vouloir rester à la maison pour s'occuper des enfants. Or, je connais beaucoup de femmes qui auraient toujours rêvé de s'occuper, d'élever leurs enfants au lieu d'aller trimer, prendre les soucis du boulot et qu'elle arrive, elle est fatiguée, pas l'énergie nécessaire pour s'occuper des enfants. Ça, c'est aussi une réalité. Alors, la première chose, on dit, ouais, l'égalité homme-femme. Ben, allez voir les juifs, où il faut faire l'amour que pour procréer. Allez voir les catholiques. La femme n'a pas droit à la jouissance. La jouissance, c'est quelque chose qui est pas, comment vous dire, c'est quelque chose qui n'est pas vu sur le plan religieux. Or, les musulmans, la jouissance, les femmes comment vous dire, c'est une obligation de donner la jouissance à une femme. Le mariage, tout se consomme. Ils ont leur première relation sexuelle. La femme trouve que l'homme, il en a une un peu trop petite ou qui ne le satisfait pas. C'est un motif de divorce. Donc, il suffit que par 3 fois, elle dit « je divorce, etc. » avec lui, et elle peut divorcer. C'est la seule religion qui autorise le divorce. Donc, une femme, pour des raisons purement sexuelles, oui, je dis bien purement sexuelles, peut logiquement demander le divorce. Ensuite, on va continuer. Il est demandé à l'homme de ne pas monter sur une femme comme s'il labourait un terrain, et en gros, il doit demander la permission à la femme de se retirer. Ça veut dire quoi? Mesdames, quand je vous dis les féministes, que vous souffrez de jouissance, votre partenaire vous donne pas vous donne pas de jouissance, il finit vite, et puis madame, elle est encore sur sa faim, elle a encore la dalle. Ben, sachez que dans l'islam, c'est la femme qui doit demander à l'homme de se retirer. Ça veut dire quoi de se retirer? C'est-à-dire que tant que madame n'a pas eu, elle, son plaisir,
Et donc, l'homme ne peut pas jouir égoïstement sans que madame, elle, ait pu jouir. Voilà. Ah ouais, ouais, c'est, alors là, vous êtes choqués, hein. Alors là, mais pourtant c'est l'islam, j'invente rien. Donc déjà, une femme musulmane, l'islam prévoit la jouissance pour les femmes. C'est pas bon ça? Voilà, madame les féministes. Dans les autres religions, ça n'existe pas. Voilà. Une femme n'est pas là que pour reproduire. Elle n'est pas là pour faire que des enfants, tout ça, etc. La femme a droit aussi à du plaisir. Ensuite, alors il y a quelqu'un qui me dit, Mourad, j'ai pas honte, il n'y a aucun tabou. Je vais en venir après. Moi, je vous parle de l'islam. Ne me parlez pas des musulmans. Et je vous en parlerai tout à l'heure pour vous expliquer la différence entre les deux quand même. Entre l'islam et les musulmans, c'est deux choses complètement distinctes. Je suis pas fou, je sais de quoi je vous dis. Et donc on continue. L'homme a obligation de travailler et, vous imaginez, mesdames les féministes, vous, il a fallu attendre les années 60 ou 70 pour pouvoir avoir droit au chèque. Au chèque! Parce qu'avant, il fallait l'autorisation de monsieur. Et pour tout, c'était une politique patriarcale, de la même qui vous disait à l'époque la République. Donc, mesdames, si vous êtes féministes, vous pouvez pas aimer cette même République qui a permis la division entre la femme et l'homme, puisque la femme ne pouvait pas, comment vous dire, la femme ne pouvait pas avoir elle-même un chéquier. Que dire du livret de famille où on arrivait, on disait au chef de famille. Donc c'était l'homme qui était, et il y a si peu qu'on a enlevé le livret de famille donné au chef de famille, puisque l'homme n'est plus considéré comme le chef de la famille au nom de l'égalité. Et donc dans l'islam, je reviens, la femme si elle travaille, et donc vous imaginez, on parle de plusieurs dizaines de siècles en arrière, eh ben, dans l'islam c'était déjà prévu, la femme travaillait. Et d'ailleurs, la première femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam était sa patronne. Vous voyez, il n'y a pas de problème. Vous vous rendez compte? La femme du prophète, c'était la patronne. Vous imaginez? Donc, vous voyez, il n'y a pas d'égalité là. Ils n'étaient pas co-gérants. C'était son patron. Et lui, c'était l'ouvrier de sa femme. Voilà. Et ça n'a pas changé. Ensuite, dans son autre femme, comme Aïcha, était une grande juriste reconnue, etc. Et donc, travaillait. Alors, quand vous travaillez pour les femmes, dans l'islam, on dit que la femme peut garder l'argent qu'elle a gardé et son homme n'a pas le droit de regard sur les dépenses de sa femme. Ben voilà. Donc, vous voyez, la femme, elle n'est pas discriminée. C'est plutôt l'homme qui, on peut dire qu'il est discriminé, égalitaire. Donc la femme a un pouvoir supérieur puisque l'homme, il a l'obligation de travailler et de remettre l'argent à sa femme et qui, elle, pourra faire les dépenses du ménage. Et la femme, si elle travaille, elle peut mettre son argent de côté sans que son mari ait le droit de regard lui demander quoi que ce soit sur cet argent. Il n'a pas le pouvoir dessus. C'est elle qui le tient. Vous voyez bien, mesdames les féministes. Vous voyez bien, tous les détracteurs, que l'islam est très féministe, etc. Et je peux continuer encore, mais je suis pas, comme je le dis toujours, je suis pas un imam, je suis pas, etc. Donc, je suis pas un savant, mais comme tout musulman, j'ai au moins le minimum, le devoir d'apprendre et de connaître cette religion, sinon je serais un gros mouton. Et donc, je vais vous donner tous les éléments, enfin, une partie des grands éléments, qui permettent justement sur le montrer que la femme, elle est bien sur plein de domaines au-dessus de l'homme. Ensuite, on me parle, oui, mais on mélange la culture. Là, on va revenir à la culture. Que les gens qui sont méditerranéens ou un peu plus large, on va dire les gens du Maghreb, même les Turcs, il y a une politique, il y a une culture patriarcale. Et souvent, cette culture patriarcale est contraire aux valeurs de l'islam. Voilà. Les parents n'ont pas le droit de forcer des enfants. Ça a existé, ça reste en minorité, mais il y a des pressions qui sont faites pour marier leurs enfants, etc. Ben ça reste pas les principes de l'islam. Donc ne mélangez pas les musulmans égarés culturellement avec l'islam. L'islam n'y est pour rien. C'est eux qui souillent l'islam, c'est eux qui donnent mauvaise image de l'islam. Et donc, il y a des travers dans les gens d'origine maghrébine. Regardez, tout à l'heure, je parlais de sexe, il rigolait, il m'a dit, Mourad, t'es Brigitte Lahaye. Vous ne pouvez pas parler de sexe dans une famille maghrébine ou turque. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il y a cette culture, de cette pudeur. Oh, Hachem, ça veut dire et honte en arabe. Oh là là, non, on n'en parle pas. Mais pourquoi t'en parles pas? La sexualité n'est pas un tabou. Il y a des livres entiers où le prophète sallam raconte, justement, comme sur les préliminaires. Regardez quand les mecs sont bruts. Vous voyez? Ils disent, ouais, les préliminaires, ça, c'est pas bon. Ils crachent et tout. Mais qu'est-ce qu'ils crachent? Dans le sexe, tout est propre, hein. À partir du moment où après la douche. C'est sûr, si tu fais, tu prends pas la douche avant d'avoir une relation sexuelle, c'est sale. Mais sinon, le sexe, c'est pas sale, c'est propre, le sexe. Mais après la douche.
Vous voyez, après la douche, il faut être propre. Ouais, voilà. Et là, il n'y a pas de tabou. Sauf dans la culture patriarcale, méditerranéenne, on va dire, tout ça, etc. C'est un gros tabou. Et alors, du coup, on fait dire à l'islam ce que le comportement culturel de certains est. Or, c'est l'inverse. L'islam n'a rien à voir avec ça. C'est une culture, je voudrais dire, l'islam est au contraire très féministe, n'a pas de tabou sur le sexe. Ce sont les hommes qui ont un problème avec le sexe. Ce sont les hommes qui ont un problème de parler avec là-dessus. Revenons encore sur l'histoire. Dans le catholicisme, le divorce n'est pas accepté. Et pourtant, dans l'islam, le divorce est accepté à la demande de l'homme ou de la femme. Alors, encore un autre exemple pour mesdames les féministes. Si l'homme s'en va plus de 3 ou 4 mois et qu'elle avait besoin de relations sexuelles, etc., et elle considère qu'elle n'a pas vu pendant 4 mois, ça existait à l'époque parce qu'il partait en voyage, tout ça, etc., eh ben c'est encore un motif de divorce, vous imaginez? Les motifs de divorce existent, notamment ça. Donc, vous voyez bien, dans tout ce que je suis en train de vous dire, c'est que ne mélangez pas les hommes et la religion. Et ne faites pas dire à la religion les mauvais les travers des hommes. Donc, voilà. D'ailleurs, pour les musulmans qui m'écoutent, prenez enseignement là-dessus, arrêtez vos tabous là-dessus. Le sexe n'est pas tabou. Vous pouvez parler avec votre femme de sexe. C'est quoi le problème? Parlez de sexe entre vous, tout ça, etc. Et tout. Alors, je suis pas là pour focaliser sur le sexe et compagnie, mais comme aujourd'hui on met tout sur le dos de la nudité, c'est-à-dire qu'une femme qui se couvre, on dit c'est pas bien et compagnie, on l'attaque en pensant qu'elle est si. Mais une femme qui se couvre, quand elle est avec son mari, elle peut se découvrir, elle peut porter un string, elle peut porter des trucs tenues sexy, elle peut adorer les préliminaires, elle les aime, elle aime les préliminaires, elle peut adorer le sexe. C'est quoi le problème? Mais c'est dans son intimité. Or, l'intimité est réservée dans un espace confiné. Or, aujourd'hui, en France, on veut justement que les femmes, elles soient ouvertes à l'extérieur. Mais à l'extérieur pour les autres. Mais pourquoi? Pour le plaisir des yeux des autres, pour donner envie, pour se faire violer, pour faire quoi? Je comprends pas. Parce que c'est ça qu'on voit aujourd'hui. C'est qu'il y a beaucoup de viols, il y a beaucoup d'attouchements, allez voir dans le métro, et je sais bien de quoi je parle, parce que les mecs, ça donne envie, ils sont en train de baver. D'accord? Ils sont tous en train de baver, de baver, de baver. Donc, par conséquent, je viens de faire quand même un certain nombre d'éléments qui viennent vous faire de distinguer là-dessus. Et donc, si vous avez des questions, je veux bien y répondre. Pour ceux qui ont pris en cours, vous reverrez dès le départ, quand j'explique sur l'histoire de la République. Là, on est en train de parler sur l'islam, qui était une religion féministe, où la place de la femme, sur bien des secteurs, était au-dessus de l'homme. Voilà. Pas de questions, je vais vous libérer. Je vais la remettre aussi sur YouTube, parce que je suis en train de développer de plus en plus. YouTube, c'est mon lieu de réserve au cas où je suis bloqué, parce qu'il paraît que Facebook n'est pas Charlie. L'année dernière, ils m'ont bloqué 6 fois un mois, donc la moitié de l'année, j'ai pas pu communiquer sur Facebook. Je vous dis à la prochaine. Salam alaikum, bonne soirée. Bye bye. Et je vous dis pas un au revoir républicain, hein. Rien, il n'y a rien dedans.